Que l'Oreshnik ait été la réponse des Russes, bien qu'il n'ait pas de tête nucléaire. Donc, on a l'impression que c'est peut-être le dernier avertissement venant de Moscou, vu la fureur qui y règne en ce moment. Et je me demande simplement, que voyez-vous qui se soit passé maintenant? Et je suppose, pourquoi? Oui, donc la Russie poursuit ce que j'appelle une escalade prudente. Tout a commencé le 28 décembre avec une attaque ratée contre la résidence officielle de Vladimir Poutine. Je suis vraiment convaincu que la CIA pensait que Poutine se trouverait à cette adresse et qu'ils auraient une chance réaliste de le tuer. Tout cela s'est déroulé pendant que Trump rencontrait Vladimir Zelensky à Mar-a-Lago. C'était donc le premier coup. Et tu sais, toi et moi avons parlé après cet événement. Les Russes étaient furieux, je veux dire. Les Russes. Cela semblait un peu irrationnel, dans le sens où, vous savez, lors des précédents attentats terroristes contre le Crocus City Center, ou même plus tôt cette année, quand Poutine s'est rendu à Koursk, et qu'après la fin de cette affaire, il y aurait eu une tentative d'abattre son hélicoptère, la Russie n'avait pas réagi avec la même colère que dans ce cas précis. Apparemment, c'est parce que l'attaque visant Poutine impliquait également une cible liée à un centre de commandement connecté à la structure de commandement nucléaire de la Russie. Et puis, plus tôt cette année, le 1er juin, les États-Unis avaient aidé l'Ukraine à mener une attaque contre les bases aériennes stratégiques russes. Encore une fois, une autre frappe contre la capacité nucléaire de la Russie. Je pense donc qu'à ce stade, les Russes ont compris que ce n'était pas des accidents. C'est délibéré et ils vont réagir, mais de manière appropriée. Alors qu'ont-ils fait cette fois-ci? Ils ont détruit 50% du gaz naturel stocké en Ukraine, 50%, et ils ont attaqué d'autres sous-stations et centres énergétiques clés à travers le Dnipropetrovsk, Kharkiv et Kiev. La Russie est donc en train d'éteindre littéralement toutes les lumières et l'énergie en Ukraine, alors que nous entrons dans les profondeurs de l'hiver. Et il fait froid. Ils viennent d'annoncer à Kiev que Klitschko demande aux habitants de quitter la ville, en particulier ceux qui vivent dans des immeubles ou des copropriétés de plus de 10 étages, car ils doivent couper l'eau. Sinon, les canalisations vont éclater, et alors vous aurez des canalisations éclatées. Tout le système de plomberie pour les eaux usées et l'eau potable disparaît. La Russie fait donc preuve de retenue dans sa réponse. Elle ne riposte pas en frappant des bases de l'OTAN à travers l'Europe. Je pense que ce serait pour elle une ultime étape. C'était, tu sais, tu m'as envoyé un article plus tôt avec lequel j'étais tout à fait d'accord. Un avertissement adressé à toute l'OTAN. Si vous pensez que nous ne pouvons pas vous atteindre, nous le pouvons. Nous préférons ne pas le faire. Mais si vous continuez à faire monter les tensions dans cette guerre, nous n'aurons pas d'autre choix que de nous défendre. C'est là que tout cela mène. Eh bien, oui, j'ai interviewé cette Ukrainienne, Marta Avryshko, à plusieurs reprises. Elle est assez critique envers l'extrême droite en Ukraine. Mais elle faisait remarquer qu'à chaque fois que la Russie envoie un signal à l'OTAN, un avertissement, c'est toujours en fait contre l'Ukraine. Et cela soulève un peu la question, pourquoi? Je veux dire, bien sûr, je comprends que s'en prendre directement à l'OTAN serait un grand pas, car une fois cette ligne franchie, il devient très difficile d'éviter une guerre directe. Et puis, la position des États-Unis, savoir s'ils se contenteront de vendre quelques armes aux Européens et les laisser se débrouiller, ou s'ils interviendront, reste incertaine, surtout si l'Europe subit beaucoup de destruction. Mais jusqu'où penses-tu qu'on peut pousser les Russes maintenant? Parce que, encore une fois, c'est une chose étrange en Occident.
on n'a pas vraiment le droit de parler de ce que pensent les Russes, de leurs préoccupations en matière de sécurité, ni de la colère qui règne là-bas. Mais vraiment, chaque fois que j'entends quelque chose venant de Moscou, j'ai l'impression que leur sang bout, qui sont très en colère contre toute l'Europe, surtout contre les Allemands. Alors, à ton avis, à quel point sommes-nous réellement proches d'une guerre maintenant? How close do you think we might actually be to a war now? Oh, well, we're closer now than we were a year ago. Eh bien, nous sommes plus proches maintenant que nous ne l'étions il y a un an. Et vous savez, il ne s'agissait pas seulement de l'attaque de drones ratée contre la résidence officielle de Poutine le 28. Il y a aussi eu la capture et l'arraisonnement du pétrolier battant pavillon russe par les États-Unis. Et ce n'était pas, comme l'Occident a essayé de le présenter, que ce pétrolier s'était rapidement, à la dernière minute, enregistré sous pavillon russe, sans l'être réellement. Le ministre russe des Affaires étrangères a publié hier une déclaration virulente, condamnant cela comme un acte de piraterie, le qualifiant d'illégal. Et ce qui était fascinant, c'est que l'équipage se composait de 2 Russes, dont l'un était le capitaine, de 8 Géorgiens et de 20 Ukrainiens. 8 Georgians and 20 Ukrainians. Now think about this. Maintenant, réfléchissez à cela. Vous avez la Russie et l'Ukraine en guerre, mais à bord d'un navire, un capitaine russe commande 20 marins ukrainiens. Et apparemment, ils ne se battaient pas entre eux en mer. J'ai appris ce matin que les États-Unis avaient libéré les 2 Russes et les avaient renvoyés chez eux. Pendant ce temps, les 8 Géorgiens et les 20 Ukrainiens font face à des accusations criminelles aux États-Unis. On ne pourrait pas inventer une histoire pareille. C'est absurde. Les États-Unis montrent qu'ils ne réfléchissent pas à leurs actes parce qu'ils croient pouvoir intimider, comme nous l'avons fait au Venezuela, intervenir, exhiber notre puissance militaire et s'en tirer sans en payer le prix. Un de ces jours, l'OTAN ou les États-Unis, ou les deux, franchiront la ligne et la Russie sera contrainte de frapper en dehors de l'Ukraine. Pour l'instant, elle se contente de viser des cibles à l'intérieur de l'Ukraine, y compris des installations de l'OTAN. Il y a 2 ou 3 jours, la Russie a frappé des installations à Dnipropetrovsk, à Odessa et plus à l'ouest en Ukraine, qui étaient toutes des usines et des installations appartenant aux États-Unis. Et la Russie les a attaquées et détruites. Donc je pense que la Russie envoie aussi un message à Washington. Je ne sais pas s'ils l'ont compris, mais au moins, la Russie ne cherche plus à éviter de frapper des cibles liées aux États-Unis ou à l'Europe. Eh bien, la dernière fois que nous avons parlé, j'ai mentionné que l'ancien conseiller de Zelensky, Alexei Arestovitch, avait fait remarquer que dans les bunkers situés sous la résidence, ou du moins à proximité, se trouve le centre de commandement nucléaire russe. Et cela aurait été, selon lui, l'une des raisons pour lesquelles les Russes étaient si en colère. Ils y voient une frappe directe des États-Unis contre leur capacité de riposte. Je n'ai aucun moyen de vérifier si c'est exact, mais cela s'inscrirait dans un schéma plus large. La frappe sur la base d'Engels, où la Russie garde ses bombardiers stratégiques armés de têtes nucléaires. D'ailleurs, on peut ajouter que cela correspond aussi à l'attaque contre les radars d'alerte précoce nucléaire russes, censés les prévenir en cas de frappe nucléaire imminente. C'est une cible étrange, car cela n'a rien à voir avec l'Ukraine, et cela rend aussi les Russes, je suppose, plus inquiets, avec moins de temps pour se préparer. Ils devraient donc appuyer sur le bouton de riposte beaucoup plus vite, avec moins de temps pour réfléchir. Et bien sûr, comme je l'ai mentionné en juin 2025, il y a eu l'attaque contre les bombardiers nucléaires russes, dont le FSB a affirmé que le Mi-6 était responsable. Mais je suppose que la CIA a également joué un rôle dans tout cela. Alors, comment, encore une fois,
Si cette attaque contre la résidence de Poutine s'inscrit dans cet ensemble, quel est l'objectif ici pour les États-Unis? Est-ce de préparer une première frappe nucléaire? Est-ce de signaler une domination dans l'escalade, en disant en substance aux Russes « Nous pouvons monter les échelons et aller plus loin que vous, alors reculez ». Est-ce pour faire pression sur les Russes afin qu'ils acceptent certaines concessions ou pour provoquer une réaction qui les entraînerait davantage dans une guerre directe avec les Européens? Comment évaluez-vous cela? Parce que c'est au-delà de la provocation. Je veux dire, lorsque la Russie réagira, si nos dirigeants osent dire que c'était non provoqué, ce serait incompréhensible. Imaginez si quelque chose de ce genre s'était produit pendant la guerre froide. Cela aurait eu son propre chapitre dans les livres d'histoire. Je me replace au siège de la CIA dans le rôle d'analyste que j'occupais autrefois. La question descend du 7e étage. Le 7e étage, c'est là où siège le directeur de la CIA. Et on dit, très bien, la Maison-Blanche veut savoir, que vont faire les Russes? Quelle est leur véritable intention? Ou, si j'inverse la situation, j'occupe maintenant ce même poste pour Vladimir Poutine au sein du FSB. La première chose que je dois évaluer, c'est les États-Unis respectent-ils le droit international et les accords internationaux? Je devrais répondre non. Sous Donald Trump, les États-Unis ont abandonné toute apparence de reconnaissance du droit international ou des traités internationaux comme étant valides. Au contraire, les États-Unis, sous Trump, ont clairement montré qu'ils allaient prendre ce qu'ils veulent, faire ce qu'ils veulent, tuer qui ils veulent. Ils feront tout ce qu'il faut si cela sert leurs intérêts. Voilà le premier danger. Maintenant, si vous êtes Vladimir Poutine et que vous entendez cela, vous vous dites « Très bien, je ne peux plus me fier à aucune promesse ni à aucun document écrit. Tout ce que les États-Unis ont signé, ils ne le respectent plus. » Et vous avez Trump qui le dit très clairement, pas seulement Trump, mais aussi Stephen Miller, Marco Rubio, des membres de premier plan de l'administration Trump qui affirment en substance « Vos accords internationaux et votre droit international, on s'en moque complètement. D'accord? Cela ne veut rien dire. » Donc, de ce point de vue, lorsque vous, en tant que Russie, avez essayé de respecter les conventions internationales et de faire respecter les lois internationales, y compris les accords visant à limiter la production d'armes nucléaires, il faut prendre du recul et se dire, d'accord, au cours des 25 dernières années, George W. Bush s'est retiré du traité sur les missiles antibalistiques. Donald Trump a unilatéralement abrogé le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire et a refusé les propositions visant à poursuivre ou à maintenir le traité New START afin que nous puissions contrôler les missiles balistiques intercontinentaux. Donc, avec tout cela en toile de fond, si j'étais la Russie, nous devrions nous préparer à la guerre. La seule chose que les États-Unis comprendront, c'est la force. Et les négociations sont une impasse. Si j'étais l'analyste, c'est ce que je dirais à Vladimir Poutine. C'est maintenant à lui de décider quoi faire.